Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 août 2026 et je suis là pour parler de ce qui se passe en Asie occidentale. Commençons par ce que nous avons appris du Premier ministre israélien. Son bureau vient tout juste de publier une déclaration. Elle affirme qu'Erdogan est un dictateur antisémite qui a massacré des Kurdes, héberge des terroristes du Hamas, occupe la moitié de Chypre et a emprisonné un nombre record de journalistes et de responsables politiques qui s'opposaient à lui. Il cherche maintenant à étendre son agression contre Israël à la Syrie. Israël ne le tolérera pas. La pitoyable tentative d'Erdogan d'intimider les dirigeants et les soldats d'Israël, la seule véritable démocratie du Moyen-Orient, n'aboutira à rien. Quand on regarde le langage employé par le Premier ministre israélien, on voit à quel point les divergences entre la Turquie et Israël se creusent. On peut se poser la première question, pourquoi? Ce n'était pas le cas, vous vous en souvenez, avant le 7 octobre, l'attaque du Hamas contre Israël, puis la réponse israélienne et ce qui s'est passé à Gaza. Ce n'était pas comme ça. Il était alors question de normaliser et d'améliorer les relations entre tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe et la Turquie. Ils voulaient normaliser leurs relations avec Israël. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je pense que l'un des enjeux majeurs a été le départ ou la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Parce que, pendant de nombreuses années, ils ont pensé que Bachar al-Assad était sous le contrôle des Iraniens dans cette région. Et l'Iran utilisait la Syrie pour établir une liaison, pour envoyer des armes au Liban. Donc dans la région, le gouvernement Assad était considéré comme une sorte de vassal des Iraniens, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Et la manière dont Assad a été écarté du pouvoir montre à quel point il réfléchissait profondément à lui-même et à son gouvernement. Il voulait faire quelque chose en Syrie. Il n'a pas pu le faire d'ailleurs. Au final, ce fut un échec total. Mais à cette époque, tout tournait autour de la présence de l'Iran et de la Russie en Syrie, ou de leur soutien au gouvernement syrien afin de faciliter leurs objectifs, je veux dire les objectifs iraniens et russes en Syrie. Et cette coopération, vous savez, concernant l'Iran, visait à permettre à l'Iran de s'opposer à Israël, ou à renforcer le Hezbollah dans cette région, ou à l'aider à devenir plus puissant. C'est ce qui était évoqué à l'époque. Puis, depuis la chute de Bachar al-Assad, on voit un nouvel élément entrer dans les calculs des Israéliens. Juste après la chute de Bachar al-Assad, ils ont tout détruit. Toutes les bases militaires, tout ce que la Syrie possédait avant la chute de Bachar al-Assad. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Israël cherche à appliquer le même type de stratégie que celle qu'il a eue en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et maintenant en Syrie. Parce que la Syrie sous Bachar al-Assad en avait les capacités. Elle disposait du système russe de défense aérienne. Ils avaient sur place des conseillers militaires iraniens qui les aidaient, et ils avaient aussi des armes venant de Russie et d'Iran. Mais vous voyez, dès qu'Israël estime qu'il n'y a plus personne là-bas, je parle de Bachar el-Assad, ils décident de tout détruire. Cela veut dire qu'ils veulent quelque chose là-bas, comme le gouvernement au Liban, comme ce qui se passait à Gaza et en Cisjordanie, comme l'OLP, Abu Mazen ou Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Cela veut dire avoir quelqu'un là-bas, une figure politique en Syrie, sans aucune puissance militaire, sans aucun moyen de pression, sans aucune capacité à se défendre en Syrie. C'est l'un des principaux objectifs d'Israël en Syrie. Cela signifie qu'ils veulent la même chose. Vous vous souvenez de ce qui se passait au Liban avec les États-Unis et le nouveau protocole d'accord entre Israël et le Liban. L'objectif de ce protocole, c'est d'armer le gouvernement libanais au point qu'il puisse se battre par lui-même. Cela veut dire un combat entre le gouvernement libanais et le Hezbollah, et non pas la capacité de se défendre contre Israël.
Ils n'ont pas le droit d'avoir le moindre système de défense aérienne, ni aucune arme lourde. Cela signifie que s'ils ont ces armes, ils vont les utiliser contre Israël dans le sud du Liban, qui est occupé, comme nous en avons parlé aujourd'hui, par les Israéliens. Donc ils recherchent le même type de stratégie en Syrie. Alors, quelle est la différence ici? La différence, c'est qu'ils ne font pas face à l'Iran. Parce que l'Iran était toute la participation et la coopération de l'Iran en Syrie visait à aider le gouvernement local, et à stabiliser, d'une certaine manière, le gouvernement de Bachar al-Assad. L'Iran a envoyé beaucoup de pétrole pendant ces années-là, beaucoup de pétrole sans rien recevoir du gouvernement syrien. Le gouvernement n'était pas si puissant. Son économie n'était pas en bon état. C'était donc l'objectif principal, aider le gouvernement à stabiliser la situation intérieure en Syrie, puis aider aussi le Hezbollah à se renforcer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'Iran en Syrie. La participation ou l'aide de la Russie en Syrie était limitée auparavant. Même sous Bachar el-Assad, la Russie avait ses propres objectifs en Syrie. Elle voulait notamment avoir accès à la mer, à la Méditerranée. L'autre sujet, l'un des principaux en ce moment, c'est que la Turquie est totalement à l'opposé. La Turquie veut un gouvernement en Syrie qui entretienne de bonnes relations avec le gouvernement turc. Elle veut créer une sorte de zone de confort. Voici la Turquie. Voici la région occupée. Non, pas occupée. Voici la région du peuple kurde. C'est un peuple ancien. Et puis vous voyez l'ensemble, toutes ces régions, de l'Iran à l'Irak et à la Syrie. Mais le problème que la Turquie avait avec le peuple kurde ici, c'est que chaque fois qu'ils voulaient déstabiliser la situation à l'intérieur de la Turquie, ils utilisaient le peuple kurde de cette région. Donc ces Kurdes sont très liés aux États-Unis, parce que les États-Unis ont eu pendant très longtemps une stratégie consistant à utiliser tous ces Kurdes dans ces régions. Pas seulement dans le nord-est de la Syrie, mais aussi dans le nord de l'Irak, en Iran également, et jusqu'en Turquie. Mais leur stratégie en Turquie est limitée d'une certaine manière, parce que vous savez, la Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie entretient de bonnes relations avec les États-Unis. Donc, en gros, ils utilisaient le peuple kurde en fonction de l'agenda israélien, vous savez, pour maintenir la Turquie sous pression avec ces petits conflits dans la région kurde. C'est malheureux pour les Kurdes, parce que ces gens voulaient avoir la paix, avoir un pays à eux. Mais le problème, c'est que c'est impossible, compte tenu de la réalité de ce qui se passe dans la région, parce qu'ils font partie de l'Iran, font partie de la Turquie. Ce sont les deux pays les plus importants d'Asie occidentale, l'Iran et la Turquie, des pays bien établis. Ils ont la structure, ils ont le pouvoir, et ils ont la tradition de vivre ensemble, tous ces peuples de cette région. Mais il y a parmi eux, je dirais, une fraction du peuple kurde. Quand je parle du peuple kurde, les gens essayent généralement de le diaboliser. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'image du peuple kurde. La majorité d'entre eux, vous savez, je dirais même l'immense majorité, sont de bonnes personnes. Et ils sont très loyaux envers l'Iran, la Turquie, la Syrie, le pays dans lequel ils vivent, y compris en Irak, je dirais. Mais il y a certaines fractions parmi eux, de petits groupes dans ces zones. Ces groupes ont été utilisés pendant très longtemps par les services de renseignement pour leurs desseins, leurs objectifs, ou tout ce qu'ils avaient en tête. C'est une stratégie de long terme de la part des services de renseignement. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important en ce moment, c'est ce que la Turquie essaye de faire ici, dans cette région. Ce que nous avons appris, ce que nous savons, c'est que la Turquie cherche à renforcer les capacités dans cette région,
dans le nord de la Syrie. Et dans cette zone, elle cherche à renforcer les capacités du gouvernement syrien. Cela signifie que... Laissez-moi juste augmenter le... Ici, ce que la Turquie essaie de faire se situe dans cette région. Ils essayent d'améliorer les capacités du gouvernement syrien. Nous savons à quel point la Syrie est déstabilisée aujourd'hui. C'est une conséquence de la chute de Bachar el-Assad, je dirais, parce que sa chute n'a pas fait émerger d'alternatives fortes à Bachar el-Assad. Et Al-Shara, Al-Jolani, tout le monde connaît le passé de cet homme. Et la démarche de la Turquie pour stabiliser la situation en Syrie est si importante pour la sécurité de la Turquie. Ils ne veulent pas vivre la même expérience que l'Iran pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. Vous vous souvenez de la guerre en Irak, en Afghanistan? Ça a commencé en 2001 et ça a duré plus de 20 ans. Enfin non, pas plus de 20 ans. Presque 20 ans en Irak. La situation a eu une influence absolument incroyable sur toute la région. Cela signifie que l'issue de cette guerre et à quel point elle a déstabilisé toute la région. Encore aujourd'hui, on en voit l'influence en Iran, dans la société iranienne, dans tout le pays. Imaginez simplement ce qui s'est passé avec la guerre en Afghanistan, avec la guerre en Irak, en 2003, qui a duré presque 9 ans. Encore aujourd'hui, l'Irak n'a pas ce type d'unité interne. C'est ça, le problème. C'est ce que la Turquie observe, ou ce qu'elle a déjà vécu auparavant. Donc elle ne veut pas que la Syrie devienne la même chose. La Syrie, parce que regardez la carte, ils ont une frontière avec l'Irak, la Turquie. Donc ils savent ce qui se passe. Quand vous déstabilisez une région, quand vous apportez autant de chaos dans un pays, tout cela finit par arriver dans votre pays. Ça ne va pas rester là-bas, parce que tout est lié. J'ai dit que tous ces peuples, toutes ces communautés, sont des communautés anciennes, qui vivent toutes ensemble. Les Kurdes, les Turcs, les Iraniens, issus de différentes ethnies, vivaient là-bas, les Irakiens aussi. Ils sont très liés culturellement. Donc, quand quelque chose se passe, cela dépasse les frontières. Et la Turquie ne veut pas de ça en Syrie. La Turquie ne veut pas d'un État en faillite en Syrie. Ce qui s'est passé avec la chute de Bachar el-Assad s'est passé. Personne ne peut plus le changer. Nous ne savons pas si aujourd'hui, vous savez, si la Turquie avait su ce qui allait se passer après la chute de Bachar el-Assad, elle aurait fait la même chose. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quelle est la position de la Turquie aujourd'hui. Mais si l'on met cela de côté et qu'on regarde la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, la Syrie, il faut faire quelque chose en Syrie. La Syrie n'a rien. Aucune sécurité. Le gouvernement n'a aucun pouvoir en Syrie pour stabiliser le territoire syrien. Et la Turquie essaie de le faire, en commençant par le nord du pays, parce que cela est bénéfique à la fois pour la Syrie et pour la Turquie. Mais le problème, c'est le pays qui se trouve au sud de la Syrie. Ici, vous avez Israël. Israël ne veut pas ça. Israël ne veut pas que la Syrie devienne un État stable et puissant. Parce que, comme je l'ai mentionné, il y a le cas du Liban, le cas de la Palestine, le cas de la Jordanie. Il n'y a pas de gouvernement puissant en Jordanie. S'ils avaient un gouvernement puissant, je n'ai aucun doute qu'Israël mènerait le même type de politique en Jordanie également. Donc, ils voient un gouvernement qui n'est pas très capable et qui obéit tellement aux objectifs israéliens. Alors, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais le cas de la Syrie est différent. La Syrie veut se redéfinir avec l'aide de la Turquie. Ce n'est pas acceptable. Il ne s'agit plus de l'Iran. C'est totalement différent. L'Iran n'est plus en Syrie. Il n'a aucun levier en Syrie. Il n'a aucune relation avec le gouvernement syrien. Mais ce que nous avons appris aujourd'hui est nouveau. Le ministre syrien des Affaires étrangères a déclaré qu'il pourrait rejoindre le pacte de défense. Ce pacte de défense était conclu entre le Pakistan,
la Turquie et l'Arabie saoudite. Où ont-ils conclu ce pacte de défense? À la Mecque. Quand cela s'est produit dans cette région à la Mecque, qui est un lieu important, tellement important, vous savez, au-delà même de l'accord, le simple sens de la ville où ils ont signé cet accord, ce pacte de défense ou de sécurité, est extrêmement significatif. Et cela envoie un message à toute la région, à tous ces pays musulmans alentours, vous savez, dans toute l'Asie occidentale. C'était le message. Aujourd'hui, nous avons appris, par le ministère syrien des Affaires étrangères, qu'ils pourraient rejoindre l'accord de la Mecque. S'ils le font, je dirais que ce serait une nouvelle étape vers la stabilité de la région. Parce que la Syrie, je pense que la meilleure question à l'heure actuelle est la suivante. Pourquoi cela? Pourquoi le ton en Israël est-il ainsi? Ils parlent de leurs deux axes, de leurs deux mouvements différents en Asie occidentale, du point de vue des Israéliens. L'un est l'axe de la résistance et l'autre est celui des frères musulmans, comme ils l'appellent, la Turquie et le Qatar ensemble. Et cela concerne l'Égypte. Mais l'Égypte sous Al-Sisi est d'une certaine manière différente, parce que les dirigeants sont différents du peuple égyptien. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de stabilité concernant le gouvernement en Égypte. Le soutien dont il bénéficie de la part de l'Occident n'est pas aussi fort à l'intérieur de l'Égypte. Et on voit les mouvements des différents groupes, des groupes musulmans en Égypte. Cela mis à part, hier, nous avons appris de Naftali Bennett qu'il ne veut ni la Turquie ni le Qatar à Gaza, en Palestine. Il préfère que l'Égypte soit présente, qu'elle coopère avec eux pour résoudre la question de Gaza, de la Palestine. Cela montre comment Israël voit toute la région. Israël ne voit plus la Turquie de la même manière. Il parle littéralement de la Turquie comme de l'ennemi principal. L'Iran n'est plus dans cette position, vous savez. Pourquoi? Parce que la Turquie a un levier en Syrie. La Turquie ne veut pas d'Israël en Syrie. Elle veut mettre fin à l'occupation du territoire syrien, c'est-à-dire, soit dit en passant, du plateau du Golan. Ils sont allés au-delà du Golan, dans le sud de la Syrie, à la suite de la chute de Bachar al-Assad. Encore une fois, la chute de Bachar al-Assad a été jusqu'à présent désastreuse pour la Syrie. Mais ils ont l'élan pour revenir. L'autre point qu'il a mentionné, le ministre syrien des Affaires étrangères l'a dit aujourd'hui, c'est qu'il pourrait accepter la rencontre. Vous savez, parce qu'il semble que le gouvernement pakistanais essaie de jouer les médiateurs, d'améliorer les relations entre l'Iran et la Syrie. D'après ce que je comprends, en Iran, s'ils décident de faire cela, cela signifie qu'ils veulent aider le gouvernement syrien à mettre fin à l'occupation dans le sud de la Syrie. Voyez-vous le chevauchement entre les deux objectifs, l'objectif iranien et l'objectif turc? Ils convergent d'une certaine manière. Donc s'ils arrivent au même type de conclusion, cela signifie qu'Israël a affaire à deux forces importantes en Asie occidentale, qui se rapprochent pour mettre fin à l'occupation dans la partie sud de la Syrie. C'est la principale préoccupation du gouvernement israélien, parce qu'il voit ce qui se passe. La guerre contre l'Iran ne s'est pas bien passée pour Israël. La population, les gens, sont tellement, ils ne savent pas quoi faire. On sent une certaine frustration au sein de la société israélienne. Et chaque fois que Donald Trump dit « nous allons attaquer l'Iran, nous allons », vous savez, au moins à 2 reprises, ils ont essayé. Ils ont préparé Israël à attaquer l'Iran. Puis au tout dernier moment, Donald Trump a annulé l'attaque. Et les Israéliens, vous seriez étonnés de voir qu'ils l'apprenaient par les médias. Vous savez, ils regardaient le compte sur les réseaux sociaux de Donald Trump pour voir s'il avait publié quelque chose. Il a publié, vous savez, de la même manière que nous avons appris l'attaque américaine contre l'Iran. Les Israéliens,
Beaucoup d'Israéliens, je ne parle pas des dirigeants, peut-être que les plus hauts responsables étaient au courant. Mais les Israéliens apprennent de la même manière que nous apprenons ici, vous savez. C'est donc cela, la frustration en Israël. En même temps, ils voient leur pouvoir diminuer avec ce nouveau mouvement en Syrie. Et Donald Trump a dit qu'il était optimiste au sujet du pacte de la Mecque, ou du pacte de sécurité ou de défense, signé par l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, concernant l'adhésion de la Syrie à ce pacte. Que ressent-il en ce moment? Va-t-il être d'accord avec ça? Je dirais que Donald Trump répondrait « Non, ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas rejoindre ça. » Donc pour l'instant, on voit la volonté du gouvernement syrien. Mais je dirais que Donald Trump, l'administration Trump, ne laisserait pas la Syrie rejoindre ce pacte. Et ce ne sera pas absolu. Donald Trump ne va pas leur dire qu'ils ne vont pas faire ça. Ils doivent faire quelque chose à propos d'Israël. Mais quand il s'agit d'Israël et du comportement israélien en Syrie, Donald Trump n'a pas tant de levier que ça. Et au fond, Israël a dit, et on l'a appris encore et encore ces 2 ou 3 dernières semaines, qu'Israël dit « Nous avons nos objectifs. D'une certaine manière, nous sommes d'accord avec les États-Unis sur certains points, mais au final, l'élément principal de notre calcul repose sur notre sécurité, pas sur la stratégie des États-Unis dans la région. » Donc, en gros, ils se séparent des États-Unis si les États-Unis décident de faire quelque chose de différent de ce que veulent les Israéliens. Mettons cela de côté. Voici la question sur la région. Où tout cela nous mène-t-il? À mon avis, tout est en train de se mettre en place, tout le concept. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des doutes sur le pacte de la Mecque, le pacte de défense. Et c'est légitime à mon avis. En regardant les Iraniens, ils se disent peut-être qu'ils essayent de faire ça pour s'en prendre au Yémen. Parce qu'on sait que l'Arabie saoudite est stupide. Elle a lancé une guerre stupide contre le Yémen. L'Arabie saoudite n'avait aucun problème, mais elle a lancé ça. Elle voulait ce problème. Et ce n'est pas seulement avec le Yémen, c'est aussi avec l'Irak. Mais malgré tout, si on met de côté tout ce chaos et qu'on regarde simplement la situation dans son ensemble, je pense que l'avenir est plus prometteur qu'aujourd'hui pour mettre fin à ces guerres sans fin. C'est plus encourageant pour ceux qui veulent la paix, pour ceux qui ne veulent pas de guerre sans fin en Asie occidentale. Cela veut dire que c'est totalement lié à ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis. Ça ne sort pas de nulle part. Cela émerge de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, je dirais entre l'Iran et Israël. Les États-Unis en faisaient partie. Israël a donc déclenché la guerre contre l'Iran en pensant que c'était la dernière étape, le dernier obstacle sur son chemin pour mettre fin aux actes de résistance, pour en finir avec toutes les difficultés qu'il rencontrait avec le Liban, avec Gaza, avec la Syrie, avec la région. Mais cela n'a rien résolu pour Israël. Vous vous souvenez? Tout tournait autour du programme nucléaire iranien. Qui parle aujourd'hui du programme nucléaire iranien? Ce n'est même plus mentionné dans les médias traditionnels. Tout tourne autour du détroit d'Ormuz. Tout tourne autour du marché pétrolier. Des morts, vous savez. Des difficultés auxquelles ces pays du CCG sont confrontés, auxquelles l'Iran est confronté, auxquelles les États-Unis sont confrontés, à la suite de cette guerre désastreuse qu'Israël a convaincu Donald Trump de déclencher. Donc, je suppose que, tôt ou tard, cela peut prendre du temps, mais tôt ou tard, on verra la Syrie rejoindre le pacte. C'est inévitable à mon avis. La Syrie finirait par rejoindre le pacte militaire. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils se préparent. Ils vont renforcer le gouvernement en Syrie, qui est totalement favorable à... Vous savez, nous savons que le gouvernement saoudien soutient totalement cela. Les gouvernements de toute la région, je dirais même l'Iran, en arrivent à ce point.
I would say even Iran is getting to that point. If the government in Syria wants to end the occupation in a Si le gouvernement syrien veut mettre fin à l'occupation dans le sud de la Syrie, ils vont aider. Ils vont améliorer les relations avec la Syrie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Syrie. Pour revenir à cette carte, il ne s'agit pas seulement de la Syrie. Si vous stabilisez la Syrie, si vous mettez fin à l'occupation en Syrie, alors vous passez au Liban. Et là, vous voyez qu'il est possible d'améliorer la situation au Liban. Vous pouvez stabiliser la Syrie, vous savez, la situation intérieure, ou réduire le chaos au Liban, où, soit dit en passant, il y a une sorte de guerre civile entre le Hezbollah et le gouvernement libanais, parce que le gouvernement, comme vous le savez, a signé un accord avec Israël. Et tous ces conflits inutiles, à mon avis, pour lesquels il n'y a aucune nécessité d'avoir de telles difficultés. There is no necessity of having these difficulties, but this is the way it is today in Lebanon. Mais c'est comme ça aujourd'hui, au Liban. Mais cela peut prendre fin si la Syrie parvient à une forme de stabilisation, puis que cela se répercute sur le Liban. L'autre point important pour l'Iran dans son aide à la Syrie, c'est aussi la situation au Liban. Cela veut dire que s'ils font quelque chose en Syrie, cela va renforcer la position du Hezbollah au Liban. Et nous savons que l'Iran a récemment dit au gouvernement syrien que, s'il faisait quoi que ce soit contre le Liban, il frapperait la cible. À mon avis, il ne fait aucun doute que l'Iran ne bluffe pas et ne cherche pas à intimider la Syrie sans avoir concrètement l'intention de le faire. S'ils disent quelque chose, ils le pensent. If they say something, they mean that. Je pense qu'on a appris que pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, chaque fois qu'ils disaient qu'ils allaient frapper telle ou telle cible, ils la frappaient. Je veux dire, ils ont frappé Israël, le nord d'Israël, ce qui a été, d'une certaine manière, une attaque surprise. Sans qu'Israël attaque l'Iran, l'Iran a attaqué Israël. Et cela change aussi avec la politique de la nouvelle direction en Iran. La nouvelle direction et ses nouvelles nominations, le chef des gardiens de la Révolution, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, Mohsen Rezaï, change en fait la stratégie iranienne, qui passe de défensive à offensive. Offensive, cela veut dire qu'ils agissent de manière préventive, qu'ils lancent des attaques préventives afin d'éviter que quelque chose ne se produise contre eux. Contre eux, cela ne veut pas dire contre l'Iran lui-même. Cela veut dire contre le Liban, contre le Hezbollah. C'est le calcul des Iraniens. Alors, que peut-on tirer de ce qui se passe dans la région? Je pense que le cas de la Syrie est très important. Et je vois tous les signes montrant que ces pays se rapprochent. Ils ont leurs différences. Cela ne veut pas du tout dire qu'ils vont former une sorte d'alliance comme l'OTAN, avec une puissance dominante qui contrôlerait les autres pays. Ce n'est pas le cas. Je pense que cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec les BRICS. Que trouve-t-on dans les BRICS? Des pays gigantesques comme la Chine, comme l'Inde, en termes de population. China, like India, when it comes to the population, you have gigantic countries when it comes to the military, like Russia. Vous avez des pays gigantesques sur le plan militaire, comme la Russie et la Chine. Vous avez aussi des pays importants, je dirais, sur le plan géopolitique, ainsi que des puissances militaires régionales. C'est le cas de l'Iran, nous le savons. Tous ces pays qui se retrouvent au sein des BRICS savent qu'ils ont leurs divergences. La Russie a des divergences avec l'Iran, la Chine a des divergences avec la Russie, l'Inde a ses propres divergences. Et comme vous le savez, l'écart avec l'Inde se creuse. Il augmente, d'une certaine manière, par rapport à ce qu'il était auparavant. La manière dont l'Inde se range du côté d'Israël, du côté des États-Unis, elle estime, d'une certaine façon, qu'elle sera mieux lotie si elle est davantage liée aux États-Unis. Mais ils savent que le sang qui coule dans leurs veines vient d'Asie occidentale, de Russie. Autrement dit, le pétrole, le gaz et tout le reste. Et puis après tout, ils ont un projet. En Inde, vous savez, nous avons le corridor nord-sud qui passe par la Russie, l'Iran, puis l'Inde.
C'est donc ce corridor nord-sud auquel ils pensaient auparavant. Et je pense que c'est toujours le cas pour toute la région. Nous avons l'initiative des nouvelles routes de la soie. Nous avons le corridor nord-sud. Nous avons le pipeline qui va de l'Irak à la Syrie, puis à la Turquie. Ce sont d'immenses projets dans la région, et aucun ne dépend des États-Unis. Toute la région est menacée. Vous savez, cela veut dire que tout tremble dans la région. Tout est en pleine transformation quand on regarde la région. Je pense que cela vient au fond de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Parce que toutes ces bases qui ont été détruites, quand on regarde la carte, de l'Irak à l'Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Koweït, puis jusqu'aux Émirats Arabes Unis et à Oman, on voit que l'Iran a pratiquement détruit la plupart de ces bases. Il n'y a plus rien là-bas. Ils ont peut-être encore du matériel, quelques IMARS au Koweït ou en Arabie Saoudite. Ils ont les avions de combat, comme nous l'avons appris aujourd'hui. Les avions ravitailleurs sont au Koweït. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont retrouver la même position ou la même perception dans la région qu'avant le début de la guerre. Cette époque est révolue dans la région. Ils n'en parlent pas. C'est le silence total. Et je suppose que tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe, ces dirigeants arabes, en parlent en coulisses. Ce n'est pas nouveau. Si vous mettez tout cela en parallèle avec ce qui s'est passé concernant les bases américaines, avec ce qui s'est passé à Doha, à Bahreïn, vous vous souvenez, des avions de chasse israéliens passaient, vous savez, survolaient l'Arabie Saoudite et frappaient des cibles à Doha sans rencontrer le moindre obstacle ni la moindre difficulté. Donc ces dirigeants arabes, ces pays du Conseil de coopération du Golfe, ont peur. Ils ont peur d'Israël. Ils savent que si Israël décide de bombarder l'un de leurs pays, les États-Unis ne s'opposeront jamais à Israël, ni à l'agenda israélien. Donc, l'autre problème pour eux, c'est la nouvelle difficulté que l'Iran leur a créée. Parce qu'avant le début de cette guerre, ils pensaient qu'ils seraient en sécurité, qu'ils auraient une sorte de parapluie sécuritaire. Mais si ce parapluie ne fonctionne pas contre Israël, s'il ne fonctionne pas dans le cas de l'Iran, alors quel est l'intérêt que les États-Unis soient présents dans leur pays? Qu'est-ce que cela signifie encore pour eux? Donc en gros, la base ne fait rien. Alors, pourquoi ont-ils besoin de ces bases dans leur pays? C'est la principale interrogation aujourd'hui dans l'esprit des gens en Arabie Saoudite quand ils se demandent pourquoi l'Arabie Saoudite conclut un nouvel accord avec le Pakistan, avec la Turquie. C'est la raison principale. Ces bases ne les défendent ni contre l'Iran, ni contre Israël. C'est le simple constat pour la région. Alors, quelle est l'alternative pour les pays du CCG? Ce serait peut-être une nouvelle architecture de sécurité. Une architecture de sécurité qui prend en compte la paix et la prospérité de toute la région. Cela signifie que chacun en bénéficierait. Ce ne serait pas une architecture de sécurité américaine. Ou alors, les États-Unis n'y prendraient pas une place aussi importante. Israël non plus. Mais encore une fois, pour revenir à la Mecque et à l'accord de la Mecque, cela signifie que ce pacte n'est pas dirigé contre les peuples musulmans. Qui sont ces peuples? De l'Iran au Pakistan, en passant par l'Afghanistan et tous ces pays musulmans, ils ne vont pas avoir peur de ce pacte, ni se laisser intimider par lui. En revanche, il concerne Israël. Je pense que ce qui a commencé avec les bases américaines en Asie occidentale, puis avec les conséquences de la chute de Bachar el-Assad, et la manière dont la Turquie veut stabiliser la situation en Syrie, tandis que l'Iran veut stabiliser la situation au Liban. Ces deux forces se rapprochent. Ce n'est pas parce qu'elles s'aiment, elles veulent se renforcer face à Israël ou détruire Israël.
Ce n'est pas du tout l'objectif principal de ce qui se passe. Ils veulent mettre fin à l'occupation. Le principal objectif, c'est de mettre fin à l'occupation israélienne d'autres pays. Tôt ou tard, si cela continue, s'ils ne le font pas, Israël va aller en Jordanie. Israël va aller en Égypte. Et quand on regarde la carte, le Grand Israël, c'est de cela qu'il s'agit. Et ces gens qui sont au pouvoir en Israël, pour la plupart, jusqu'au poste de Premier ministre israélien, pensent de la même manière. Il n'y a pas d'avenir pour la vision qu'Israël a de la région. À mon avis, les États-Unis sont en train de se redéfinir et de voir la réalité. Que peuvent faire les États-Unis? Que peuvent-ils faire pour Israël? Ils ont tout fait pour soutenir la position israélienne, la politique israélienne. Cette guerre contre l'Iran était l'objectif ultime de Benjamin Netanyahou et de son administration. Il a subi une lourde défaite dans le cas de l'Iran. Et Donald Trump ne peut plus rien faire pour l'aider. C'est pourquoi la dernière chose dont les États-Unis parlent, c'est crasser une bombe nucléaire. Peut-être l'utilisation de bombes nucléaires en Iran. Mais la question est la suivante. Le lendemain du jour où les États-Unis utiliseraient ces armes, est-ce que cela résoudrait le problème d'Israël en Asie occidentale? Est-ce que cela aiderait Israël? Le problème y a été créé par Israël. Le problème israélien, c'est l'occupation. Israeli problem is the occupation. Israeli occupation of Syria, Israeli occupation of Lebanon. Occupation israélienne de la Syrie, occupation israélienne du Liban, occupation israélienne de la Cisjordanie, occupation israélienne de Gaza et de la Palestine. À partir du moment où ils comprendront quel est le problème, et il ne semble pas qu'ils vont y parvenir de sitôt, ils résoudront leurs problèmes. Et moi, à mon avis, très humblement, je pense que l'état d'esprit et ces petits mouvements qui se produisent dans la région, sans aucune coordination entre tous ces pays, ils n'en ont pas conscience. D'une certaine manière, ils font ces petits gestes. Mais quand on prend du recul et qu'on voit tous ces mouvements se rejoindre, ils poursuivent au fond les mêmes objectifs, mettre fin à l'occupation. Tous sont unis pour mettre fin à l'occupation israélienne. All of them are unified in ending the Israeli occupation. This is one point. The other point. C'est un premier point. L'autre point concernant l'Iran, c'est que, laissez-moi afficher la carte, parce que c'est très important de comprendre. Ici, en Iran, en ce moment, on parle de la possibilité que les États-Unis utilisent des bombes nucléaires. Cela veut dire, ils veulent changer la situation. Je pense que même s'ils utilisent une bombe nucléaire, cela ne changera rien dans le cas du détroit d'Ormuz. Et nous ne savons pas quelle serait la réaction de l'Iran. Quand je regarde le gouvernement iranien, pour être honnête, et je connais la culture, je connais le peuple, et je vois cette assurance, je ressens vraiment qu'ils n'ont pas peur des bombes nucléaires. Et ils sont préparés, même à ce scénario. Alors mettons de côté ce scénario qui, à mon avis, serait une folie si les États-Unis décidaient de faire ça. Que fait Donald Trump? Enfin, qu'essaie-t-il de faire en ce moment? Il s'agit de la pression économique exercée sur l'Iran. Et si on regarde la carte ici, le détroit d'Ormuz, là, laissez-moi afficher ça. Ce que les États-Unis essayent de faire en remontant ici, c'est qu'ils ont défini une nouvelle ligne. Ici. La ligne est là, laissez-moi la tracer. Oui, la ligne est là. Dans cette zone, ils essayent d'imposer un blocus des ports iraniens. Et ce blocus vise à étrangler l'économie iranienne. Donc tout a commencé ici, avec cette question du blocus. Et ils essayent d'isoler l'Iran. Ils essayent d'isoler l'Iran en faisant pression sur tous ces gouvernements. Nous savons que tous ces pays du CCG, après tout, et même le gouvernement irakien, coopèrent d'une certaine manière avec les États-Unis. Tout a commencé avec les Émirats arabes unis. Ces derniers jours, vous avez appris que, tout à coup, les Émirats arabes unis disent que l'Iran a frappé certaines cibles, ici, dans les eaux proches de l'Irak. Les Émirats arabes unis, c'est pour cela qu'ils ont, vous savez, cessé tout ça.
ils ont décidé de ne plus avoir vraie relation avec l'Iran, ni de relations économiques avec les Iraniens. Donc ils ont tout arrêté, toute forme de coopération ou de commerce avec les Iraniens. Et le système financier. L'Iran utilisait essentiellement le système financier, les banques des Émirats arabes unis, pour faciliter ses liens avec d'autres pays. Il y a ici, aux Émirats arabes unis, une immense plateforme commerciale. Donc je suppose que, durant les 2 ans et demi à venir, Donald Trump poursuivra la même stratégie. Maintenir la pression maximale, la pression économique sur l'Iran. Cela implique Oman, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. L'Irak pourrait en faire partie. Je dirais même qu'il en fera partie. Le Koweït, Bahreïn et le Qatar également. C'est donc l'ensemble des leviers dont il dispose. L'autre point important, c'est de savoir avec quelle efficacité ils pourront exercer une pression sur la Turquie. À mon avis, ce ne sera pas si important que ça. Si vous savez, la Turquie ne va pas, elle a ses propres politiques. Elle peut coopérer d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis, mais ce ne sera pas si problématique pour l'Iran. Et l'autre point, c'est le Pakistan. Comment vont-ils faire pression sur le Pakistan pour qu'il fasse partie de tout ça? Je suppose que le gouvernement pakistanais coopérera aussi avec les États-Unis. Donc, compte tenu de toutes ces coopérations avec les États-Unis, dans quelle mesure cela pourrait affecter l'économie iranienne? Écraser l'économie iranienne? Détruire la capacité du gouvernement à revenir à ce qu'il était avant? Ou peut-être le rendre pire qu'avant le début de la guerre? Vous vous souvenez? Les manifestations en Iran, ce sont eux qui les ont déclenchées et manipulées. Ils ont envoyé des armes au peuple iranien. Ils ont essayé de transformer les manifestations en émeutes. Et selon leur vision, si cette carte que j'ai ici est une carte de la CIA sur l'Iran, ils considèrent que toutes ces régions-là, la région kurde qu'ils utilisent pour déstabiliser l'Iran, les Kurdes ici, ils utilisaient tous ces petits points-là. Ce sont des Kurdes, et ils ont une sorte de lien depuis de très très nombreuses années. Et l'autre point, c'est le Sistan et Baloutchistan, ici à la frontière avec le Pakistan. Là encore, on revient aux vieilles politiques de Donald Trump. Parce que qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Donald Trump n'a aucun moyen de revenir à la guerre, de lancer une nouvelle guerre contre l'Iran, à cause des pénuries, à cause de ce qui se passe avec les missiles défensifs et offensifs. Et hier, Scott Bessent a dit qu'il était surpris. Pourquoi est-il surpris de ce qui se passe? Juste après l'annonce de cette guerre économique dont ils ont parlé, ça va être écrasant. Ça va faire s'effondrer le gouvernement iranien, comme l'a dit Scott Bessent. C'est cette politique-là. C'est ce gouvernement qui essaye de nous dire que le détroit est ouvert, qu'il n'y a aucun problème dans le détroit d'Ormuz, que l'Iran n'a pas de marine, que sa puissance aérienne a été réduite ou détruite, que la marine a été détruite, que l'Iran n'a pas de missiles, que plus de 90% de ces missiles ont été détruits. Toutes ces villes souterraines de missiles ont été détruites. Mais la réalité est quelque peu différente. La réalité n'est pas celle que Donald Trump essaie de présenter. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas pu vaincre l'Iran militairement. C'est pourquoi l'alternative, c'est ce qui s'est passé durant le premier mandat de Donald Trump, en 2018-2017. Il s'est retiré du JCPOA. Il est revenu à la pression économique maximale sur l'Iran, ce qui, soit dit en passant, n'a pas fonctionné. Il a quitté ses fonctions et a passé le relais à Joe Biden. Ensuite, on ne voit aucune tentative de la part de l'administration Biden pour améliorer cela. Il faisait partie du JCPOA. Ce sont ces personnes qui ont négocié le JCPOA sous l'administration Obama. Je parle de Joe Biden, d'Anthony Blinken et de Jake Sullivan. Donc vous savez, chaque fois que vous voyez Jake Sullivan dire « Je sais que nous faisons ceci, que cela est mal »,
alors qu'il était au pouvoir, il aurait pu faire quelque chose de différent de l'administration Trump. Mais ils ne l'ont pas fait, soit dit en passant. Ils pensaient que l'Iran était faible. C'est à mon avis l'erreur fondamentale des États-Unis. Toute leur perception, c'est l'Iran est faible. Son économie s'effondre. Le pays ne peut pas, vous savez, ne peut pas se défendre, et tout le reste. Les gens n'aiment pas le gouvernement. Le gouvernement fait pression sur l'Iran et les met en prison. Ils tuent leur peuple. 50 000, 55 000 personnes ont été tuées en 2 jours. En 2 jours, 55 000 personnes ont été tuées. 55,000 people were killed in 2 days. In 2 days, 55,000 people were killed. Even whoever has some sort of... Même quelqu'un qui a un minimum de connaissances en maths aurait dit quoi? Comment pouvez-vous dire ça? C'est impossible. Comment pouvez-vous dire ça? Même pendant la guerre Iran-Irak, qui était une guerre ouverte, ça n'est pas arrivé à beaucoup de gens sur la ligne de front. Je dirais que le problème ici, pour les États-Unis, c'est qu'aucun de ces pays... Hier, la Chine a dit qu'elle ne participerait pas, qu'elle ne coopérerait pas avec les États-Unis dans le cadre du nouveau régime de sanctions, des nouvelles politiques de l'administration Trump. Elle n'en fera pas partie. Elle ne coopérera pas avec Donald Trump. Laissons la Chine de côté. La Russie ne ferait certainement partie d'aucune initiative que les États-Unis tenteraient de mener contre l'Iran, parce qu'elle est l'une des principales cibles des nouvelles sanctions. Car la Russie et l'Iran, ensemble, ces 2 pays mènent une guerre active contre les États-Unis. Et les États-Unis essaient d'exercer sur eux une pression énorme. Mais à mon avis, il se passe quelque chose de plus important encore. Parce que tout ce qui se produit dans la région, déstabiliser l'Iran, c'est déstabiliser la Russie. Ces 2 pays sont tellement liés. Et regardez ici, voilà le lien entre la Russie et l'Iran à travers la mer Caspienne. Ils n'en ont pas besoin. Et les États-Unis ne peuvent rien y faire concernant les liens entre l'Iran et la Russie. J'imagine qu'ils peuvent faire pression sur le Pakistan, peut-être pour perturber ou créer des problèmes dans les liens qui existent entre l'Iran et la Chine. Mais la question qui se pose alors pour le gouvernement pakistanais, c'est que peuvent-ils faire avec la Chine? Comment cela va-t-il influencer la relation entre le Pakistan et la Chine? Et c'est là toute la difficulté de la guerre. J'imagine aussi que les États-Unis peuvent exercer une pression limitée sur l'Iran à long terme. Et Donald Trump ne serait pas en mesure de mettre fin à cette guerre. Quelle est la principale? Avant de conclure cette session, je voudrais poser une question très importante et cruciale. Quel est l'objectif principal des États-Unis en Iran? Quel était-il? Personne n'en parle. Donald Trump, chaque fois qu'il prend la parole, évoque le programme nucléaire iranien. Mais ce n'est pas ça. Ils savent que tous les rapports des services de renseignement, y compris du renseignement israélien, montrent qu'il n'y a aucun signe indiquant que l'Iran veut fabriquer des armes nucléaires. Et ils étaient prêts à discuter, à négocier avec les États-Unis avant que toute cette folie ne commence. Donc, le programme nucléaire, c'est une plaisanterie. Ça n'a rien à voir avec la réalité. De quoi s'agit-il alors? Le problème, c'est que l'Iran est si grand, si puissant. Le problème, c'est que cette carte fournie, préparée par la CIA, ne fonctionne plus. Je peux le confirmer. Je peux le confirmer. En tant que quelqu'un qui connaît la culture, qui connaît les gens, ces tentatives de manipulation ici, ou même au Khouzestan, c'est terminé. La société iranienne est plus unie. L'issue de cette guerre a été si désastreuse pour tout le programme d'Israël depuis si longtemps, qui consistait à manipuler la situation à l'intérieur du pays. C'est terminé. Le pays est beaucoup plus uni. Malgré les différents groupes politiques en Iran qui débattent, vous savez, de la manière dont il faut mener cette guerre.
Mais les Iraniens, dans leur ensemble, savent quel est l'objectif de cette guerre. Le problème pour les États-Unis, je pense, c'est la réponse à cette question que j'ai posée. Quel est l'objectif principal? That question that I asked, which is what is the main objective? The main objective is the main objective as it was in Russia. L'objectif principal, c'est le même objectif qu'en Russie. Il s'agit du pays. Ils veulent quelque chose en Russie. Ils veulent quelqu'un en Russie, comme Eltsine. Cela veut dire avoir un pays, un immense pays, sous le contrôle total des États-Unis. Revenez voir ce qui se passait en Russie sous Eltsine. C'était désastreux. C'était désastreux pour la Russie. Ce que Poutine a fait, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est stabiliser la Russie de l'intérieur. Aujourd'hui, la Russie est une superpuissance sur les plans militaires et économiques, et elle est donc stabilisée. Aujourd'hui, la Russie a de meilleures relations avec ses adversaires, je dirais, la Chine. La Chine et la Russie ne sont plus des ennemis. China and Russia are not the enemies anymore. Even they're not, casual or something. Ce ne sont pas, vous savez, des relations amicales décontractées ou d'une certaine manière simples entre les deux parties. Il s'agit d'un partenariat entre la Russie et la Chine qui va au-delà de l'alliance que les États-Unis ont avec les Européens. C'est au-delà, ça va au-delà. C'est très profond entre la Russie et la Chine. Et dans le cas de l'Iran et de la Russie, il se passe la même chose. Cela se renforce et s'améliore de minute en minute. Parce que ces pays, il s'agit de leur souveraineté. Ils se battent pour leur souveraineté. Les États-Unis ne veulent pas d'un gouvernement puissant en Iran. Vous avez peut-être entendu parler du fils du Shah d'Iran, le fils de Ha. Il est allé en Israël avant le début de cette guerre. Dans l'une de ses dernières interviews, il a dit que c'était à cause de moi, parce que j'avais convaincu les États-Unis et Israël d'agir contre l'Iran. Ce type est complètement délirant. Il a vraiment l'impression que c'est lui qui dirige tout. Mais au fond, ils veulent que quelqu'un comme le fils du Shah d'Iran retourne en Iran, quelqu'un comme Eltsine ou Navalny en Russie. Cette époque est révolue. Ça n'arrivera pas. Et ces gens se regroupent. Regardez la Russie aujourd'hui. Quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, beaucoup de ces jeunes qui pensaient qu'ils allaient beaucoup perdre, vous savez, s'ils restaient en Russie, ont essayé de quitter la Russie. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde revient dans le rang, que la population se durcit de plus en plus. Elle devient plus radicale que le gouvernement russe lui-même. Cela veut dire qu'elle fait pression sur le président russe. Vous n'en faites pas assez. Vous devez faire ceci. Vous devez attaquer ceci ou cela. Vous devez frapper l'OTAN. C'est ce qui se passe. Vous voyez, la population est de plus en plus unie autour de la guerre, ce qui n'était pas le cas au début de la guerre en Ukraine. Donc ils sont plus unifiés en Russie. Ils sont plus unifiés en Iran. Et il y a encore des gens qui soutiennent que ces pays sont en train de s'effondrer, qu'ils s'affaiblissent. Ils n'en ont pas les capacités. La Russie, regardez les drones ukrainiens. À quel point ils frappent la Russie en profondeur. On peut ignorer les faits et vivre dans un monde imaginaire. Mais ce monde imaginaire ne veut pas dire qu'il ait quoi que ce soit à voir avec la réalité. Je pense que dans le cas de la Russie et de l'Iran, c'est pour cela que je vois Donald Trump rester dans ce combat. Pas seulement contre l'Iran sur le plan économique, parce qu'en ce moment, il mène une guerre économique active contre la Chine, contre la Russie et contre l'Iran. Tous ensemble, ils combattent militairement les États-Unis, la Russie et l'Iran. Et c'est la réalité. Donc, pour en sortir, c'est trop important pour Donald Trump. Il ne va pas abandonner la guerre en Ukraine, ni la guerre contre l'Iran. Il va continuer parce qu'il est si puissant. Cette initiative de sa part est tellement pathétique parce qu'il a déjà vécu ça durant son premier mandat. Il n'a rien pu faire pour changer la position iranienne. Et là, après la guerre, il s'imagine
d'une manière ou d'une autre, qu'il va forcer l'Iran à capituler. Ça n'arrivera pas. Il quittera ses fonctions en laissant à la prochaine administration toute la situation liée à la guerre en Ukraine et à l'Iran. On ne sait pas qui ce sera. Est-ce que ce sera J.D. Vance ou un démocrate? À mon avis, ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'au bout du compte, la Russie et l'Iran en arrivent au point où ils doivent mettre fin à la guerre en fonction de leur propre puissance, de leur propre stratégie, et non des négociations qu'ils pourraient avoir avec les États-Unis. C'est là toute la tragédie de ce qui se passe. Il n'y a aucune diplomatie en cours à Washington. Il n'y a pas, vous ne voyez aucun négociateur. Personne. Steve Witkoff, Jared Kushner, les meilleurs. Le secrétaire d'État ne sait rien. Il ne fait rien, en gros, que ce soit sur le dossier ukrainien ou sur le dossier iranien. C'est un énorme, gigantesque problème. Vous savez, un problème diplomatique, je dirais. Parce qu'il n'y a pas de solution militaire à ce qui se passe. Il faut parler, il faut négocier. Mais qui va parler? Qui, dans l'administration Trump, a des compétences comparables à celles d'Arakchi en Iran, par exemple? Il a participé au JCPOA. Il sait tout du programme nucléaire iranien. Il a fait toute sa carrière au sein du ministère iranien des Affaires étrangères. Il a, vous savez, depuis le premier jour, il a fait partie de... Il sait tout de la politique étrangère de l'Iran. Que sait Steve Witkoff de la politique étrangère des États-Unis? Qu'est-ce que c'est que ça? Comparez-le à Lavrov. Ce n'est même plus comparable. Ces gens ne négocient pas. Ils ne sont pas capables de conclure le moindre accord. C'est pour ça que vous voyez Donald Trump reculer et simplement, vous savez, dire que le protocole d'accord n'a plus d'importance. Donc, pour en revenir au même conflit, je ne vois aucune raison de croire que Donald Trump ferait quoi que ce soit, qu'il céderait à sortir de ses bourbiers, je dirais, qu'il s'est lui-même créé. Ce bourbier en Asie occidentale ne va pas l'aider. Avec le temps, ce sera désastreux pour son administration. Même s'il utilise des bombes nucléaires, ce sera la fin de son administration, à mon avis. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et à très bientôt. Thank you so much for being with me and see you soon.